cœur des défis. Au cœur des défis. Bienvenue dans votre débat Au cœur des défis, l'émission qui fait bouger les lignes. Humanitaire, acteurs du développement, société civile et institutions se retrouvent ici pour confronter leurs idées, partager leurs expériences et bâtir ensemble un avenir meilleur. Au cœur des défis. Au cœur des défis. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver sur la radio HDFM, votre radio de proximité au service des communautés. Bienvenue dans votre émission Au cœur des défis, l'espace où nous prenons le temps d'analyser les grandes questions qui touchent notre société. Aujourd'hui, notre émission s'inscrit dans un contexte particulier, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, commémorée chaque année le 3 mai. Une journée qui nous invite à réfléchir au rôle fondamental des médias dans nos sociétés, mais aussi aux défis auxquels ils font face, notamment dans des contextes fragiles comme le nôtre. Au Mali, les radios, en particulier les radios communautaires, occupent une place essentielle dans l'accès à l'information, la sensibilisation et la cohésion sociale, mais elles évoluent également dans un environnement marqué par des contraintes multiples, économiques, sécuritaires, mais aussi informationnelles, avec la montée de la désinformation. Alors, comment les radios continuent-elles de jouer leur rôle aujourd'hui? Quels sont leurs défis et quelles perspectives pour un avenir plus solide et plus crédible du paysage médiatique? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui un acteur clé du secteur, M. Mamoudou Bokoum, président de l'IRTEL, Union des radios et télévisions libres du Mali. Monsieur Bokoum, bonjour et bienvenue dans l'émission Au cœur des défis. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Boré, très heureux d'être sur votre plateau ce matin. Le plaisir véritablement est partagé. Bienvenue dans votre débat Au cœur des défis, l'émission qui fait bouger les lignes. Alors, Monsieur Bokoum, avant de commencer, pouvez-vous vous présenter, nous dire c'est qui Monsieur Mamoudou Bokoum bien avant l'IRTEL et nous expliquer un peu votre parcours et juste après nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'IRTEL? Merci beaucoup. Moi, je suis un jeune journaliste, en tout cas pour avoir fait des études d'abord à l'IGLAM, où j'ai commencé les études de journalisme et de communication. Après ma licence directement, j'ai commencé plutôt depuis sur les bancs, j'ai commencé le stage au niveau de l'Office des radios, diffusion et télévision libres du Mali, particulièrement dans la rédaction à Radio Nationale. Concomitamment, j'allais à la chaîne 2 également, où j'animais, présentais des flashs d'information et animais des émissions culturelles. Et par la suite, nous nous sommes versés dans le circuit reportage où je faisais plutôt les reportages pour la radio et la télé de 2001 à 2005. Précisément en septembre 2005, je suis allé à Mopti pour diriger la radio Kaural dont j'ai en charge. Alors depuis le 17 septembre 2005 jusqu'à nos jours. Alors je n'ai fait que la radio et plus particulièrement la radio de proximité parce que 20 ans dans un domaine, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu comme on le dit, ce n'est rien dans une vie, mais c'est quelques expériences que nous avons acquis, c'est à travers ces radios de proximité dans lesquelles nous évoluons jusqu'à maintenant. Bon, à partir de Mopti, j'ai été coordinateur régional de l'IRTEL pendant 2 mandats, de 2018 à 2023, alors date à laquelle nous avons eu la chance d'être portés à la tête de la plus grande et la plus ancienne fêtière des médias au Mali, notamment l'IRTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, depuis en juin 2023. Monsieur Bokoum, c'est beaucoup d'humilité. 20 ans, c'est aussi beaucoup. 20 ans, c'est véritablement beaucoup. Ça montre énormément cette expérience-là que vous avez acquise. Alors, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'IRTEL et quelle est sa mission principale au Mali? Ok, l'IRTEL, c'est comme je l'ai dit, c'est la fêtière des radios, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali, parce que au moment où l'IRTEL se créait, il n'y avait pas pratiquement de radios privées.
encore moins de télévision. Donc, avec la création, nous avons fait une ouverture pour permettre quand même et les radios et les télévisions libres de se créer. Donc, c'est pourquoi vous verrez que notre première mission, c'est de faire la promotion de pluralité médiatique. Parce que cela est venu comment? Parce que avec la révolution de mars 91, lors de la conférence nationale, les Maliens ont émis la volonté quand même d'avoir la parole, de donner la parole à tous les Maliens, partout où ils sont. Donc c'est pourquoi dans les recommandations, ils ont quand même demandé à ce qu'on fasse une ouverture médiatique. Et c'est pourquoi les radios de proximité et les télévisions libres ont vu le jour. Et l'URTEL a été créé dans cette mouvance-là pour contribuer à la promotion de ce pluralisme médiatique. Donc notre première mission, c'est de travailler à ce que le pluralisme médiatique soit une réalité au Mali. Et je crois que les résultats sont là avec le nombre de radios et le nombre de télévisions que connaît notre pays aujourd'hui. L'autre mission, c'est de défendre quand même les intérêts des organes qui sont membres de l'URTEL. Quand je parle des organes, c'est quand même les acteurs qui animent ces organes-là. Comme l'URTEL, c'est une association où ce sont les organes qui sont membres et les organes sont représentés par les premiers responsables dans le truc. Donc la mission, c'est de défendre leurs intérêts. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de quand même contribuer à renforcer les compétences techniques et professionnelles des acteurs de ces médias, promouvoir quand même une relation de respect, de confraternité mutuelle entre les organes médiatiques du Mali, et puis quand même travailler à ce que on permette quand même aux radios et aux télévisions membres qui sont même à l'intérieur de non seulement de les assister dans les négociations ou négocier à leur place pour leur permettre d'acquérir un certain nombre de prestations avec les partenaires, etc. Donc du coup, notre mission que nous nous sommes donnés et nos objectifs qui concourent ensemble pour vraiment la viabilité des médias privés, concrètement radio et télévision du Mali. Alors, merci beaucoup, Monsieur Bokoum. On comprend énormément à travers ce que vous dites, la mission véritable que vous avez au niveau de l'IRTEL. Mais de façon concrète, comment cela se matérialise? Quand je dis de façon concrète, vous organisez des formations, vous vous déplacez pour aller vers ces radios-là, vous faites, quels sont les cadres que vous mettez en place de façon concrète pour véritablement aider ces radios? Vous savez, l'IRTEL, c'est aujourd'hui 451 radios et une dizaine de télévisions à travers le pays. Alors, ce que nous faisons, c'est quand même de prendre des initiatives pour renforcer, comme je l'ai dit, les compétences en initiant des séances de formation, des séances de recyclage, etc. Ça, c'est le premier aspect. L'autre volet, c'est de démarcher les partenaires, voir comment ces partenaires, à travers les échanges de marchandises, pour équiper ces organes qui sont à Bamako et à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, ce sont ces principales actions que nous menons. Et les membres, on cherche également comme je l'ai dit, des prestations que nous-mêmes nous initions ici à travers des campagnes de diffusion, des campagnes de production de contenu médiatique que nous cherchons avec des partenaires et qu'on mettra à la disposition de nos radios membres et de nos télévisions membres qui à leur tour soit diffusent, soit produits à leur niveau et diffusés pour le partenaire, et moyennant quand même des deux choses l'une, soit moyennant une manne financière ou encore moyennant l'équipement de ces organes médiatiques là. Donc toutes ces initiatives là qui contribuent vraiment à notre niveau, qu'on mette ensemble pour aider ces radios et ces télévisions de fonctionner jusqu'à aujourd'hui. Alors, toujours dans la dynamique de ce que vous êtes en train de dire, alors les priorités au départ, accompagner, leur permettre de se former. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un environnement médiatique où pratiquement les radios sont carrément dans une dynamique de survie. Est-ce que les priorités n'ont pas changé aujourd'hui? Vous savez, l'initiative de la libéralisation de la parole, l'initiative est venue comment? Parce que les gens avant avaient soif de parler. Les radios privées, parce que ça a commencé par elles, n'étaient pas créées dans l'intention d'être des entreprises médiatiques, mais d'être des canaux qui permettent aux citoyens de participer à la construction nationale. Alors aujourd'hui, les médias de façon générale, particulièrement des radios, sont devenus comme des entreprises parce que c'est des organes qui emploient des gens, des organes qui payent des gens, qui s'équipent, qui se forment, etc., etc. Ça demande
les moyens. Et les moyens, comment les acquérir? Il faut faire des prestations. Donc, du coup, nécessairement, nous sommes devenus quand même par la force des choses des entreprises. Donc, des entreprises médiatiques, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'idée première n'est pas laissée, mais il y a une autre idée qui a pris le devant, celle de l'entreprise. Donc, l'évolution, on est obligé d'évoluer avec le monde. Donc, c'est cette priorité qui est en avant maintenant pour faire de ces radios et de ces télévisions privées quand même des véritables entreprises qui génèrent des ressources, qui emploient des gens, qui payent des taxes, etc., etc. Donc, c'est ça, en fait, c'est la nouvelle donne, c'est la réalité du moment qui oblige ces médias-là à devenir des véritables entreprises. Toujours dans cette dynamique pour permettre aux auditeurs véritablement de comprendre la place de la radio dans nos communautés, Monsieur Bokoum, quelle place les radios occupent aujourd'hui, notamment communautaire, dans l'accès à l'information au Mali? On parle beaucoup de désinformation, on parle de beaucoup de choses. Quel est le rôle véritable des radios dans un tel environnement? Aujourd'hui, moi, je peux le dire sans risque de me tromper, sans l'apport des radios, en tout cas, vu la crise dans laquelle nous vivons, peu de villages restaient sur place. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la radio reste aujourd'hui la première source d'information des Maliens. Je ne dirais pas des Bamakois, j'ai dit des Maliens de façon générale. Le Mali, c'est 1 248 000 km² à peu près. Donc, c'est pour vous dire que toutes ces communautés-là s'informent à travers ces radios de proximité. Donc, elles restent alors le trait d'union entre les citoyens de ce grand pays qu'est le Mali. Alors, notre rôle, c'est très important aujourd'hui. C'est à travers les radios, comme je l'ai dit, que les gens reçoivent leurs informations qui les rassurent de rester sur place, qui les rassurent de prendre un certain nombre de comportements qui concourent à les protéger. Troisièmement, les radios aujourd'hui sont plus accessibles par les citoyens. Pourquoi? Parce que ces radios s'adressent à ces citoyens dans la langue ou dans les langues qu'ils comprennent. Donc, la communication est facile. Donc, partout où vous allez aujourd'hui au Mali, sur l'ensemble du territoire, les radios que vous verrez dans les différentes circonscriptions s'adressent à ces communautés-là dans les langues parlées dans ces circonscriptions. Donc, ça veut dire que le message est très facilement compris, il est consommé, il est adopté par ces communautés. Donc, il y a ce rôle-là. L'autre rôle important que les radios jouent aujourd'hui dans cette période dans laquelle nous vivons, c'est d'établir la confiance entre les protagonistes. Parce que c'est les radios qui peuvent faciliter la communication, le dialogue entre ceux-là qui ne se comprennent pas à travers les idées ou à travers les actions. Donc, la radio joue ce rôle de fédératrice entre ces belligérants, que ce soit entre communautés ou entre individus ou entre villages ou entre fractions, etc., etc. C'est le travail que la radio mène, les radios communautaires mènent sur le terrain qui permettent vraiment à dissiper un certain nombre de malentendus, à faciliter le vivre ensemble entre les communautés. Donc, le rôle est crucial aujourd'hui et le rôle que les radios jouent, tout le monde est conscient de ce rôle-là parce que malgré cette précarité, malgré cette difficulté, malgré beaucoup de défis auxquels nous faisons face, quand même ces radios continuent à jouer leur rôle, à faire leur travail pour permettre de stabiliser quand même les zones dans lesquelles elles évoluent. On comprend beaucoup de choses, mais Monsieur Bokoum, est-ce qu'on peut dire actuellement que la radio est le média le plus proche des populations, surtout à cette ère des réseaux sociaux, à cette ère du numérique? Est-ce que la radio reste véritablement le moyen de communication le plus proche, on peut dire, des communautés? Je dirais oui sans hésiter. Comme je l'ai dit, le Mali ne se limite pas qu'à Bamako, comme je l'ai dit. Pourquoi les radios occupent toujours cette place-là? D'abord, son accès est facile, l'accessibilité facile. Deuxièmement, c'est avec un coût, moins de coût. Pour écouter la radio, tu ne fournis pas beaucoup d'efforts. Tu peux écouter la radio en menant d'autres activités. Il y a ça, c'est le troisième point. Et quatrième point, il y a le facteur langue que j'ai dit, qui permet quand même à la communauté ou aux citoyens maliens de s'intéresser à ces radios-là. Maintenant, à propos avec le numérique qui est en vogue aujourd'hui, mais la fracture numérique qui existe dans le pays ne permet pas à tous les Maliens d'avoir accès à l'info qu'ils veulent. Deuxièmement, l'information que ces plateformes donnent quand même à la population, est-ce que quand tu vas au fin coin de Andra Boukan, est-ce que tout le monde comprend un peu? Est-ce que d'abord on a les réseaux suffisants pour écouter? Est-ce que les messages qu'on transmet à travers ces différentes plateformes-là, est-ce que nécessairement
tous les gens qui sont dans ces coins-là, est-ce qu'ils comprennent ce message-là? Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il neige, quel qu'en soit ce que nous disons, les radios-là restent les moyens à travers lesquels les populations maliennes s'informent plus qu'ils reçoivent des informations plus que tout autre média, en tout cas au Mali. Les enquêtes l'ont prouvé parce qu'il y a eu les enquêtes qui ont été faites par Frédéric Héberge dans le temps, quand même, il y a d'autres structures qui mènent, on n'a pas des instruments pour mesurer l'audimat aujourd'hui, mais à travers les enquêtes sur le terrain par les ONG, par d'autres structures, les radios de proximité restent les premiers moyens d'information quand même des communautés, en tout cas à la base. Monsieur Bokoum, bien que le Mali ne se limite pas à Bamako, et vous avez raison, mais nous sommes dans un environnement changeant. Et dans votre prise de parole, vous avez parlé de l'importance de s'adapter au vu des contextes. Au départ, les radios étaient là pour donner la parole aux gens. Après, ça a changé. Les radios aujourd'hui sont des entreprises. Il faut aussi cette adaptabilité. Quand on dit cette adaptabilité, une capacité d'adaptation. Nous avons les grandes radios que nous connaissons, qui aujourd'hui carrément on retrouve sur ces réseaux sociaux-là. Est-ce que le défi actuellement au Mali, ce n'est pas de trouver aussi un moyen pour permettre à ce que ces personnes, surtout les jeunes qui sont très nombreux sur ces réseaux sociaux, quel qu'en soit où ils sont, puissent avoir accès à la radio et à ce que nous faisons? Comme je l'ai toujours dit dans mes prises de parole, il y a d'aucuns qui voient les réseaux sociaux comme des menaces pour les radios. Moi, j'ai dit non. C'est une opportunité. Je m'explique. Comme je l'ai dit, le monde évolue, il faut évoluer avec le monde. Une radio, elle a sa délimination géographique. C'est-à-dire, elle a un rayon qu'elle ne doit pas dépasser normalement selon les textes. Chaque radio. Pourquoi les réseaux sociaux constituent une opportunité pour les radios? Déjà, moi, je prends l'exemple, je suis à Mopti, je ne dois pas dépasser peut-être les frontières de la commune de Mopti ou du cercle de Mopti. Mais si je m'adapte à ces nouveaux outils-là, aux plateformes-là, si je digitalise ma radio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement ceux qui sont à Mopti me reçoivent, mais les Mopticiens qui sont en dehors de Mopti, que ce soit dans d'autres régions ou à Bamako ou à l'international, peuvent recevoir la radio. Ça, c'est d'autres auditeurs qui sont ajoutés. C'est important. Moi, je dis c'est une opportunité qui nous permet non seulement d'élargir l'audimat, mais aussi de tirer plus de partenaires vers chez nous. Parce que même ceux qui ne sont pas de Mopti, si on est digitalisé, on nous retrouve sur l'ensemble des plateformes. Ça veut dire que tous ceux-là qui sont sur ces plateformes, d'une manière ou d'une autre, vont nous écouter, ils vont nous recevoir, vont voir notre façon de travailler et vont tenter d'aller vers chez nous pour faire des prestations. Et en plus de l'auditoire, on va gagner en partenaires, on va gagner en ressources. Donc, c'est pour vous dire que les radios aujourd'hui sont condamnées à s'adapter à cette nouvelle donne-là. Ça ne veut pas dire que ces radios vont abandonner complètement leur rôle. Parce que la radio joue le rôle social. C'est comme un élément central de la société, de la communauté sur place. Donc, elle peut jouer ce rôle et s'adapter avec la nouvelle donne, avec l'évolution et continuer à jouer son rôle concrètement, facilement pour permettre quand même à rester en phase avec le monde entier. C'est très important ce que vous dites. Et cette lecture-là, en termes d'opportunités pour les radios, qui sont les réseaux sociaux, très important de le dire. Merci beaucoup, Monsieur Bokoum. Alors, nous continuons toujours. Alors, au départ, vous nous avez parlé de ce que fait l'IRTEL, de ses actions d'accompagnement et autres. Est-ce que de façon concrète, vous pouvez prendre 2 ou 3 initiatives dont vous êtes très fiers à la tête de l'IRTEL et partager ces initiatives-là avec nous? La première initiative, c'est quoi? C'est d'ailleurs d'encourager, depuis notre prise de fonction, on a encouragé les radios à aller vers la digitalisation. Voilà, il y en a beaucoup qui ont, même si ce n'est pas effectif, il y en a beaucoup qui ont aujourd'hui leur plateforme, même s'ils n'ont pas une plateforme en tant que telle, quand même, ils ont des pages sur lesquelles ils amènent des émissions ciblées, partagent sur les pages. Il y en a également qui diffusent en direct sur un certain nombre de plateformes. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est le premier travail qu'on a fait, c'est d'échanger avec les responsables des radios et leur montrer l'importance de la chose. Et je suis sûr et certain que ceux qui se sont donnés à cette pratique-là, ceux qui se sont lancés dans cette nouvelle donne-là, ils ont vu ce que ça leur a apporté. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, le plus important des initiatives que nous prenons, ça, c'est d'organiser des sessions de renforcement de compétences. On le fait avec le peu de moyens que nous avons, mais surtout avec l'accompagnement des partenaires. C'est vrai qu'il y a
il y a moins en moins de partenaires aujourd'hui, mais jusqu'à preuve de contraire, les initiatives que nous portons, qu'elles soient soutenues ou pas, nous nous donnons les moyens pour les mettre en application. Comme je l'ai dit, avec ces différentes formations-là sur différents aspects, notamment sur les fondamentaux du journalisme radio, sur comment organiser des émissions interactives en période de crise, sur le journalisme sensible au conflit, sur l'animation des débats, comment organiser un débat contradictoire et inclusif, en tout cas en période de crise. Donc, il y a tous ces aspects que nous développons et nous faisons des sessions par région, soit par zone, soit par site, etc., selon les moyens dont nous disposons. Quand même, nous n'avons pas atteint l'objectif dont nous cherchons, parce que notre objectif, c'est quoi? C'est de permettre à toutes les radios maliennes de bénéficier ces partages d'expériences-là, mais quand même, qu'à cela ne tienne, malgré les difficultés, qu'elles soient financières ou sécuritaires, on parvient quand même à avoir quelques-uns, les regrouper sur des sites pour quand même échanger avec eux, avec des expériences des uns et des autres, pour leur permettre de faire marcher les radios toujours. Alors, on voit que malgré le contexte qui est très difficile, que vous parvenez à mener des activités et que vous êtes toujours là, l'IRTEL, à accompagner ces radios-là. Alors, au-delà de ces initiatives, il est aussi important de dire que, et vous l'avez évoqué tantôt, vous parlez des difficultés financières, vous parlez de sécurité. Actuellement, quels sont les défis auxquels sont confrontées les radios au Mali? Oh, beaucoup de défis, hein, beaucoup de défis. Comme je l'ai dit, le premier défi, c'est la menace sécuritaire, avec les enlèvements des acteurs qui évoluent dans ces médiums à radio-là, avec les agressions physiques auxquelles nous faisons face contre les animateurs et journalistes qui sont dans les zones de conflit, même dans des grands centres que nous estimons être sécurisés. Souvent, il y a des journalistes qui sont quand même agressés ou enlevés et portés disparus. Je prends l'exemple de Birama Touré qui n'est pas encore retrouvé, ça s'est fait à Bamako. On suppose que Bamako, c'est un centre, un grand centre, et la capitale du Mali, où quelqu'un disparaît jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas ces nouvelles. On a vu l'enlèvement de Nyali Bouli, de Dande Douanza, de Moussa Banadiko, de Dande Haïré, de Boni, etc., les Idou au nord là-bas. Il y en a eu beaucoup. Voilà, c'est pour vous dire que il y a ce défi sécuritaire auquel nous faisons face qui rend difficile le travail que nous faisons. Parce que pour être à la radio, il faut produire. Pour produire, il faut se déplacer. Et les déplacements ne sont pas faciles aussi. Il y a également l'autre défi qui est la pression politique. Parce que quand je dis pression politique, c'est quand je parle de l'arrestation des journalistes qui se fait souvent faisant fi aux lois qui nous gouvernent, notamment la loi 046 qui parle de presse et des régimes de presse et des délits de presse. Il y a également les intimidations partout, parce que chaque fois on a les échos, il y a des confrères qui nous appellent pour nous parler des menaces qu'on profère contre eux à travers c'est-à-dire leur analyse ou leurs papiers ou leurs émissions qu'ils ont animées. Donc, ce qui nous amène à un défi très important, c'est-à-dire aujourd'hui, on fait face ou on vit une période où les hommes des médias, particulièrement ceux qui sont dans les radios, observent l'autocensure. Il y a la censure qui ne dit pas son nom, mais surtout il y a l'autocensure, parce que les gens craignent d'aborder un certain nombre de sujets par crainte d'avoir des démêlés avec la justice. Parce qu'avec les nouvelles lois, là, c'est un peu compliqué, qui rend difficile un peu le travail que nous faisons tous les jours. L'autre défi, c'est surtout la menace économique. Parce que aujourd'hui, la viabilité économique des radios n'est pas ça. Les radios vivent dans des situations, dans des conditions un peu précaires. Il y a manque de moyens, manque d'appui, de financement. Alors, si toute cette crème de difficultés se retrouve, c'est bonjour les dégâts, parce que ça expose les radios, ça fait de nous des proies faciles. On peut tomber dans la facilité, on peut tomber dans des erreurs pour nous pousser à violer les principes qui guident, comment on appelle là, qui guident la pratique de ce métier-là. Et surtout aujourd'hui, je termine les défis avec la désinformation. La désinformation, nous allons en parler. Maintenant, moi, il y a peut-être quelque chose que vous avez souligné, tous ces défis très importants. Mais est-ce que le modèle économique pour les radios, avec un environnement où c'était les publicités qui faisaient vivre les radios, et là, il n'y a pratiquement pas de partenaires, il n'y a pas d'entreprise qui accompagne. C'est vrai qu'il y a
l'aspect sécuritaire et autres, mais aujourd'hui, si on doit parler d'un défi premier, ce serait le défi financier? Comme je l'ai dit, c'est ce que j'ai dit, la menace économique. C'est-à-dire aujourd'hui, le modèle économique à travers lequel les radios vivaient, ce modèle économique, on peut dire que même s'il n'est pas dépassé, en tout cas, il ne donne pas les résultats escomptés. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, parce que les radios vivaient en partie des publicités. La manne publicitaire du Mali, de façon globale, aujourd'hui, a chuté de plus de 70%. Deuxièmement, l'accompagnement que l'État faisait aux médias. Avant, à l'initiative, c'était 200 millions pour quelques radios et quelques télévisions et quelques journaux. Aujourd'hui, il y a des centaines, plus de 200 titres, plus de 500 ou 600 radios. Rien qu'avec les membres de l'URTEL, c'est 451. Il y en a celles qui ne sont pas membres, il y en a plein qui ne sont pas membres de l'URTEL. Il y a ces radios-là. Ajoutez à cela les titres, les journaux. Il y a plus de 200 titres aujourd'hui au Mali. Prenons les télévisions, il y a une quarantaine de chaînes de télévision au Mali aujourd'hui, toujours avec le même montant, à l'initiative des 200 millions, et ce montant aussi vient selon l'humeur du chef du jour, et des fois ça ne vient pas. D'ailleurs, depuis 2018-2019, il n'y a pas eu d'aide à la presse. Donc non seulement il n'y en a pas eu ça, la manne publicitaire a diminué, les partenaires ne sont plus là. Tu as vu que le modèle économique, c'est-à-dire qui gouvernait les radios aujourd'hui, n'est plus d'actualité. Donc, il faut aller vers un modèle économique, comme on l'a dit. C'est pourquoi on a dit d'être en phase avec l'évolution du monde à travers la digitalisation. Et cette digitalisation qui nous permet d'avoir quelques sous avec les GAFAM aujourd'hui. Donc, il faut qu'on aille vers ça. Et cela n'est possible que lorsque la fracture numérique aussi est brisée. Parce que ce n'est pas partout au Mali où on a la connexion comme on veut pour mettre des émissions sur des plateformes, etc., que les gens qui sont là-bas écoutent, etc. Donc, c'est des défis qui sont ensemble, qui sont liés et qu'il faut trouver une solution à ça ensemble pour permettre quand même à ces différentes radios communautaires particulièrement quand même d'avoir ce nouveau modèle économique pour pouvoir survivre. Je pense qu'à travers ce que vous venez de dire, les gens comprennent de façon globale les défis auxquels sont confrontés les radios au Mali. Alors, on parle aussi de désinformation et de tensions. Alors, comment dans un tel contexte marqué par ces désinformations-là, les radios peuvent-elles rester crédibles et professionnelles? Vous savez, c'est les gens qui se créent des problèmes, hein. C'est vrai, aujourd'hui, la désinformation a pris de l'ampleur. Tout le monde est devenu créateur de contenu. Quel contenu on met à la disposition de ceux qui suivent, de ceux qui écoutent, etc. C'est vrai, comme on l'a dit, c'est le nouvel ordre mondial. Il faut faire avec. Mais pour les radios, moi, je crois que on peut éviter ça facilement. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas un métier qui ne soit pas encadré. Il n'y a pas un métier qui ne soit pas encadré par des textes. Aujourd'hui, nous avons le code d'éthique et de la déontologie qui guide, qui gouverne le travail des journalistes du Mali. Alors, quelqu'un qui respecte scrupuleusement ces textes, difficilement tu tombes dans la désinformation. Parce que la première des choses qu'on te dit, le premier article, c'est-à-dire ne diffuse pas une information qui ne soit pas vérifiée. La vérification des informations. C'est-à-dire c'est le premier article te permet de te protéger toi-même et de protéger tes auditeurs. Parce que tu ne vas pas leur donner une fausse information. Ça, c'est le préalable à faire. À côté de cela, le monde évolue avec des choses. C'est vrai, il y a ces fausses informations-là, mais il y a des outils qui permettent de les vérifier. C'est comme si on amène un virus et il y a le vaccin contre le virus. Mais il y a des outils, donc c'est aux hommes des médias d'embrasser ces outils-là, d'apprendre ces outils, de découvrir ces outils. Quel outil je vais utiliser pour vérifier telle ou telle information ou pour vérifier telle ou telle image ou telle vidéo, etc. L'autre principe, c'est quoi? Quand une information vous tombe dessus, c'est vrai, ça vous alerte. Mais vérifiez à savoir, est-ce que d'autres médias en ont parlé? La source, c'est quoi? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que c'est un site ou en tout cas une plateforme connue ou reconnue, etc. C'est la moindre des choses. Quand tu vérifies, en tout cas, quand chaque animateur ou journaliste de radio qui fait de ça quand même son bâton de pèlerin, ce qui est sûr, il ne donne pas de fausses informations sur son antenne. Mais on est trop vite, on veut aller très rapidement, on veut fournir moins d'efforts pour faire ce travail-là. Alors que ce travail-là, c'est un sacerdoce. Tu as opté pour ça, tu te donnes les moyens, en respectant les textes qui gouvernent ce métier-là, tu te donnes les moyens pour l'appliquer et ça va te protéger et ça va protéger tes auditeurs et ça t'évite
à chaque fois de venir t'excuser à l'antenne pour dire ah, précédemment, l'information qu'on a diffusée, nous sommes au regret de vous rectifier cette information. Après vérification, nous avons trouvé que c'est une source sans fondement, c'est ceci ou cela. À quoi bon? Cela entache même la La crédibilité crédibilité de la radio. de la radio. Ça entache la crédibilité de l'animateur ou du journaliste lui-même et ça vous fait perdre les partenaires, ça vous fait perdre cela, les soutiens, ça vous fait perdre les auditeurs. Donc, il faut respecter les textes seulement. Je crois que avec ça, on peut quand même se prévaloir de jouer son rôle d'informateur, de sensibilisateur, d'éducateur de la communauté. Non, mais c'est très intéressant. On apprend énormément avec vous, mais comme on l'a dit, tout est bien, toute chose a une fin. Nous tendons vers la fin. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la presse, célébrée, comme on l'a dit, commémorée chaque 3 mai, en tant que président de l'IRTEL, quel message souhaitez-vous adresser aux communautés et quel plaidoyer lancez-vous aux décideurs, mais aussi si vous avez quelques mots à l'endroit de vos confrères journalistes? D'accord, le premier message, c'est comme je l'ai dit, respecter les principes seulement de ce métier, c'est-à-dire faire de la vérité une exigence absolue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est lutter activement contre cette désinformation-là. Parce que tant que on a ces deux aspects-là, on met ces deux aspects en avant, ce qui est sûr, on est garanti qu'on va faire convenablement le travail. L'autre aspect, ça, c'est vraiment, il est important que les hommes de radio, particulièrement les radios communautaires, fassent la promotion de la paix. C'est très important parce que la radio peut construire comme elle peut détruire. Vraiment, il faut qu'on se donne cette mission de faire la promotion de la paix, de vivre ensemble, de la tolérance et tout ce qui s'ensuit. C'est très important. Et respecter également les droits humains parce que il y a beaucoup d'amalgames avec les crises, les tensions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup d'amalgames. On accuse X ou Y, on pense que X ou Y est comme ça. Et ce n'est pas le rôle des radios de juger les gens. Ce n'est pas leur rôle. C'est-à-dire de faire beaucoup attention en tenant compte des droits humains. Chaque individu a un droit et faire preuve de responsabilité surtout parce que à cette période de crise, c'est vrai, on peut tomber sur des informations vraies. Et en diffusant ces informations-là, si ces informations peuvent plus nuire que d'aider ou d'accompagner ou de contribuer à l'instauration de la paix, je pense que la logique, ton éthique voulait que tu fasses taire cette information-là. Donc, on a une responsabilité, en tout cas, vis-à-vis de ceux-là qui nous écoutent. Ça, c'est très important. Ensuite, maintenir la cohésion sociale entre les communautés. Parce que c'est vrai, on dit qu'on est là pour dénoncer, on est là pour critiquer, on est là. C'est pourquoi la notion de journalisme sensible au conflit est arrivée. Parce que le sensationnel ne nous sert pas aujourd'hui là où nous sommes. Le tissu social est tellement déchiré que nous devons nous en passer du sensationnel et mettre l'humain au centre de nos productions, mettre l'humain au cœur de ce que nous faisons. C'est très important. Ça, je conseille à nos confrères, qu'ils soient vieux ou jeunes, hommes ou femmes, qu'ils tiennent compte de ces aspects-là, qu'ils tiennent compte des minorités, notamment les personnes vulnérables. C'est-à-dire les jeunes, les femmes, les enfants, les personnes vivant avec le handicap, leur donner la parole. Parce qu'il faut travailler de telle sorte qu'on fasse une inclusion presque totale de toute la population. Il ne faut pas faire des productions sélectives en épargnant ou en oubliant certaines couches. Chacun a son mot à dire dans la construction de ce pays-là. Et les radios sont des hommes de médias de façon générale. Particulièrement les radios doivent travailler à ce que cela soit une réalité, cette inclusion-là. Moi, je suis inclus, toi, tu l'es, l'autre là, qui nous écoute l'est. Ça veut dire qu'on va ensemble et on se donne la main pour construire ce pays-là. Cela amène une cohésion sociale. Particulièrement. Maintenant, le message aux autorités. Depuis 2021, on a bouclé les textes. Je crois que c'est 3 projets de loi et 3 projets de décret pour être en phase avec la réalité. Et ces textes ont été élaborés avec une inclusion totale, avec l'ensemble des médias, qu'elles soient audiovisuels, écrites ou en ligne, malgré que les médias en ligne ne soient pas réglementés au Mali officiellement aujourd'hui, avec la justice, avec la société civile, avec les régulateurs, notamment la haute autorité de la communication, avec l'État, le département de la communication était là, des finances, etc. En tout cas, tous ceux qui doivent travailler sur ces textes-là, tout le monde a été impliqué. Donc, on demande aux autorités de vraiment voir ces textes-là qui ont été élaborés, les adopter
les voter pour nous permettre d'assainir le secteur et pour qu'on prenne en compte les nouveaux médias qui sont là et comme ça, ça y va de l'intérêt de tous. Pour qu'on puisse travailler de façon harmonieuse. Ouais. Excellent. Alors, aux communautés, peut-être un mot, leur dire que les radios sont là pour eux. Alors, les radios, comme je l'ai dit, les radios sont les communautés parce que la radio est un membre de la communauté. Tu ne te rends pas compte, sauf si tu vas dans une communauté où on te dit qu'on va fermer une radio. Quand tu vois la réaction de cette communauté-là, c'est comme si on veut arrêter l'enfant de quelqu'un. Donc, c'est pour vous dire que les radios ne sont là que pour défendre les intérêts de la communauté, pour travailler à ce que ces différentes communautés se développent. C'est-à-dire prendre leurs difficultés, montrer à qui des doigts, proposer des solutions, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment résoudre ce problème-là. Donc, les radios sont toute radio qui ne prend pas en préoccupation la préoccupation des communautés en compte. C'est intérêt à fermer la porte et aller faire autre chose. Donc, les communautés, qu'elles sachent que les radios sont là pour les accompagner. En retour, elles doivent accompagner ces radios-là parce que ce sont des communautés qui doivent même prendre en charge certaines dépenses de ces radios parce que ces radios sont là pour travailler pour ces communautés-là. Même en élaborant les grilles de programmes, c'est le point de vue des communautés. Vous avez besoin de quoi? Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, etc. C'est en fonction de cela qu'on doit élaborer une grille de programme pour une radio communautaire afin qu'on puisse donner la parole à toute la communauté, évoquer les difficultés et trouver des solutions ensemble. Merci beaucoup, monsieur Mamoudou Bokoum. Merci, je rappelle que vous êtes le président de l'IRTEL, Union des radios télévisions libres du Mali. Nous avons été véritablement très heureux de vous avoir comme invité dans cette émission spéciale de Au cœur des défis, réalisée à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À travers ces échanges, nous retenons que les radios jouent un rôle fondamental dans notre société, mais qu'elles doivent aujourd'hui faire face à de nombreux défis qui nécessitent un engagement collectif. Merci énormément. C'est moi qui vous remercie et je remercie à tous vos auditeurs et je vous souhaite bon vent. Jouer ce rôle aussi d'informateur, de sensibilisateur et de stabilisateur de la société. Comptez sur nous, la radio HDFM est véritablement là pour faire cela, faire en sorte que les communautés soient entendues. Merci. Merci à vous également, chers auditeurs et auditrices de la radio, pour votre fidélité. Cette émission vous a été présentée par Yaya Bouré avec à la technique Salim Djouara. À très bientôt sur la radio HDFM, la voix des communautés. Merci. Au cœur des défis. Au cœur des défis. Au cœur des défis, l'émission qui fait bouger les lignes. Humanitaire, acteurs du développement, société civile et institutions se retrouvent ici pour confronter leurs idées, partager leurs expériences et bâtir ensemble un avenir meilleur. Au cœur des défis. Au cœur des défis.